On va continuer le jeu de questions-réponses et nous allons prendre une question du public. Mais juste avant de prendre la question du public, alors là, on va dans une rubrique qui s'appelle Actualité 237. D'accord. Il y a eu un gros clash, cette fois-ci dans la vraie vie. MINSEP Fecafoot, qui a littéralement divisé le Cameroun. Il y a des Ibou, il y a des Églisiens, il y a des pas divisé le Cameroun. Ça a divisé les gens, les réseaux une sociaux. partie des gens. Voilà, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a eu une division, mais c'est pas le Cameroun, d'une certaine façon, s'est retrouvé un peu dans la vraie vie. Bon, bref, on va dire, ce clash-là, est-ce que Joshua a pris parti pour un camp, MINSEP ou Fecafoot? Oui et non. Prendre parti, ça ne m'apporte rien. Je dois être clair là-dessus. Il se trouve que je suis un ancien dirigeant de la Fédération camerounaise de football et je suis président de club, donc membre de la Fédération camerounaise de football. Donc il va de soi que je suis naturellement plus proche de la fédération, que du ministère. Je le dis bien naturellement. Le problème, au fait, est un problème d'argent. L'argent est un problème d'argent, aussi simple que ça, ou le contrôle de cet argent. Et moi, je suis de ceux, à l'intérieur de la Fecafoot, qui militent pour que l'État n'engage pas un centime dans le football. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes nations de football, c'est la fédération, c'est des fédérations, donc c'est des ligues et des fédérations à travers leurs ligues qui financent le mouvement sportif et pas l'inverse. Est-ce que dans le cas du Cameroun, c'est possible? Bien sûr, c'est possible si vous avez les vrais dirigeants. C'est possible. Si c'est bien dirigé. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons aucun dirigeant qui a la capacité d'imposer ce que la FIFA nous demande depuis 2009, c'est-à-dire le club licensing. Et vous voyez qu'au niveau de la CAF, le club licensing a été mis sur pied, et ce qui fait que souvent, ce n'est pas le champion du Cameroun qui représente le Cameroun, parce que ce club n'a pas la licence CAF, ou alors l'obtient tardivement, etc. Donc le club licensing, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on met des critères qu'on choisit nous-mêmes, librement, avec les présidents de clubs, le mouvement sportif, en fait le mouvement du football, on choisit des paliers et des sommets dans lesquels s'insèrent les clubs selon où ils jouent. Voyez-vous, et c'est pourquoi est-ce que vous regardez les matchs de la Liga, de la Bundesliga, de la EPL et tout ça? C'est parce qu'il y a déjà parce qu'ils passent à la télé. Déjà. Non, mais pour passer à la télé, c'est qu'ils, pour arriver au sommet, ils sont passés par le club licensing. Vous savez, vous avez des championnats aujourd'hui que si vous avez, si la moyenne des spectateurs dans votre stade est inférieure à 30 000, vous descendez d'une division. Si vous n'avez pas un budget conséquent pour vous faire tenir dans la division dans laquelle vous êtes relégué. Le club licensing commence très simplement. C'est qu'un club de football amateur au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de l'arrondissement, doit avoir un siège, doit avoir un entraîneur, doit probablement avoir un médecin référent, doit avoir un stade d'entraînement, etc. Si vous faites juste ça, vous allez voir qu'au lieu d'avoir, je crois qu'à Yaoundé, la dernière fois qu'on a regardé, il y avait plus de 180 clubs. Wow. Donc, Yaoundé seulement. Yaoundé seulement. Wow. Donc si vous faites ça, si vous faites ça, vous allez voir, et on a très peu de licenciés comparé à d'autres pays. Mais si vous faites le club licensing, vous allez voir qu'en fin de compte, peut-être au début on n'aura que 4 équipes en première division, mais en fin de compte, on aura des grands clubs. On aura des très grands clubs comme en RD Congo, comme au Maroc, etc., en Tunisie, on aura des grands clubs. Mais quand vous regardez ce qui se passe, je prends Yaoundé où on est, quand vous regardez d'autres villes de la taille de Yaoundé, vous ne pouvez pas soutenir autant de clubs. Et comment on arrive à faire le tri? C'est par le club licensing. Si on dit que pour jouer en première division, vous devez jouer
dans un des gros stades. Vous devez louer ce stade quand vous recevez. Et ensuite, les recettes sont à vous. Et que vous devez avoir un minimum de spectateurs par match. Donc, on fait la moyenne sur l'année pour voir si vous avez tenu. Il vous faut un club féminin, il faut toute une académie. Club jeune et tout. Voilà, tous les clubs jeunes. Il vous faut les aires d'entraînement, il vous faut des salaires à minima. C'est-à-dire que quand on joue en première division, le minimum pourrait être, on pourrait commencer à 250 000 pour être un peu plus haut que ce qu'on est, mais avec un projet d'arriver à 500 000 en 3-4 ans pour que les footballeurs puissent véritablement vivre de leur métier. De leur métier. Donc si on fait le club licensing, on règle tout ça. Et au bout de 4, 5, 6 ans, c'est le football qui rapporterait de l'argent et pas l'inverse. Ouais. Vous comprenez? Nous, on est dans une situation aujourd'hui où la Fédération camerounaise de football a un budget presque supérieur au ministère des Sports, mais reçoit pratiquement tout cet argent par diverses subventions, que ce soit de l'État, de la FIFA, etc. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. On devrait pouvoir s'émanciper de tout cela, de cette tutelle. Et une fois qu'on s'émancipe de cette tutelle-là, on peut ensuite prendre les positions qui étaient celles de la Fédération camerounaise de football lors de ce conflit. Mais pas avant, parce qu'il y a une règle très simple. Ouais. Qui paye commande, c'est tout. Okay. Et quand c'est l'État qui paye, malheureusement, on devient une fédération sous tutelle. Et surtout, quand on ne peut pas faire sans. Ouais, mais maintenant, quand vous refusez l'argent de l'État parce que vous arrivez à créer assez de fonds, aujourd'hui, on a les moyens pour y arriver. Et vous créez assez de revenus pour pouvoir financer le football dans votre pays. Vous n'avez plus besoin... Ça change la donne. Mais attendez, on se querelle pourquoi, Valérie? Toute cette querelle, c'est 500 millions de francs qu'on donne au club de première division, pour parler que de ça. 500 millions, c'est le prix d'un transfert en Tanzanie. Ah ouais. OK. Donc vous voyez à quel niveau on devrait, les clubs, les meilleurs joueurs camerounais devraient être dans des fourchettes d'autour d'$1 million, dans 500, 600 millions pour leur transfert de club à club. C'est-à-dire, je vais de Colombe à Coton, voilà ce que ça coûte. Voilà où on devrait être comme grande nation de football. On ne devrait pas être au niveau où on attend 500 millions d'un ministère pour donner au président de club, pour payer leurs joueurs. Non, on devrait être beaucoup, mais ça ne peut qu'arriver par le club licensing. Okay. Voilà. Donc, je nous souhaite pour faire d'être à ce niveau. Tant qu'on reçoit l'argent de l'État, du gouvernement, malheureusement, on est sous tutelle. Okay. Et le jour où on s'émancipe de cette tutelle, financièrement, après, on peut poser... Je ne pense pas qu'un ministre aurait la prétention de s'immiscer dans une fédération dans laquelle il n'a pas donné de subvention. J'en veux pour preuve les autres fédérations. Vous n'allez jamais voir ce genre de bagarre, je ne sais pas moi, la fédération de judo et tout ça. Partout, l'État ne met pas grand-chose. Ne met pas grand-chose ou rien du tout. Rien. Voilà, donc il vient de dire quoi? Il n'est même pas informé des différentes compétitions. OK. On va prendre une question d'un jeune dans le public. Est-ce qu'on peut lui donner le micro rapidement, s'il vous plaît? Donc, on se présente, on pose la question à notre invité. Bonsoir. Bonjour, je ne suis pas encore en soirée. Ah ouais, on est encore bonjour. Valérie, d'abord, avant de me présenter, j'aimerais savoir, est-ce que je peux poser 2 questions ou c'est une seule? Pose. Très bien. Après, si l'invité veut répondre à une seule, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je suis Sikwe Patterson, citoyen camerounais. Et je vais commencer par la première question qui rentre un peu dans la première rubrique de l'émission. On dit quoi? On dit que. On dit que. Voilà. Ça, c'est pour parler un peu. Vous nous avez fait comprendre, honorable, que vous êtes au sein du SDF. On peut se tutoyer, hein. Ça ne se limite pas à lui. Depuis un peu plus de 30 ans. Donc, je suis né, vous étiez déjà dans le parti. Et moi, quand j'ai commencé à grandir et écouter un peu les actualités en général, au Cameroun, on avait 2 partis. Le RDPC, le SDF. Et nous, on a grandi en sachant que voilà, le SDF, c'était un peu le parti des pères, au même titre que le RDPC.
Parti des pères, quoi, des vieux, tu veux dire. Faut dire comme ça, on quitte sur ça. Et le SDF était principalement l'emblème de la partie anglophone du pays. Aujourd'hui que son président naturel est décédé, que vous avez pris les rênes en tant que président du parti, on a l'impression que votre vision, à vous, est très différente de la vision naturelle du parti. Et du coup, vous ne faites pas l'unanimité entre les deux camps. Entre les vieux, qui étaient ceux avant, qui s'intéressaient véritablement à la chose politique, et les jeunes, qui sont nous, aujourd'hui. Et ça, on peut les voir sur les résultats de votre première expérience aux élections présidentielles en 2018. Donc, moi, ma question maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous avez suffisamment appris de l'expérience de 2018 pour cette expérience de 2025 que vous vous apprêtez à affronter dans quelques mois? Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième? La deuxième, c'est, je vous ai un peu vu dernièrement sur l'affaire Justice pour Orphée. Pour le public, juste un petit rappel, Orphée, c'est une petite fille à Douala qui a été violée, sodomisée et tout. Et elle en est décédée. Elle a 5 ans. Sauf que jusqu'à ce jour, des enquêtes ont été ouvertes, machin, avec pas mal de démarches des parents et tout. Il n'y a pas un brin de solution dans ça. Et c'était en plein cœur de Bonapriso, à Douala. Et la scène des réseaux sociaux a porté le problème, surtout parce qu'il y a une Française qui était en séjour au Cameroun, qui a été assassinée. Et 2 jours après, il y avait une solution et on avait arrêté les coupables. Maintenant, si pour vous, vous ne pensez pas, honorable, vous êtes un peu prononcé sur... vous avez une discussion avec le parent de Orphée sur cette question-là. Est-ce que vous ne pensez pas que... moi, c'est un constat général que je fais sur les candidats à l'élection, de se dire, OK, au-delà des promesses politiques, je pourrais prendre un cas palpable de la société, connu de tous, je le résous, qui est pour moi en fait le porte-étendard de mon programme politique. Voici un problème concret, j'apporte une solution pour la satisfaction des Camerounais, parce qu'on remarque que Orphée est un cas isolé parmi tant de cas que nous remarquons dernièrement, des kidnappings, des assassinats, le taux de criminalité au Cameroun, je ne sais pas, on n'a pas les statistiques, mais on vit pratiquement les pires moments. On a l'impression d'être dans une sorte de maquis en ce moment-ci là au Cameroun. Bon, vous ne pensez pas, on va parler aussi des cas comme la Sociocam qui est en train de se passer, qui est en phase de résolution, avec une augmentation de 1000 francs sur les salaires. C'est une parenthèse. Mais je me dis, est-ce que pour vous qui êtes là en face de nous, vous ne pensez pas que prendre un cas particulier sur l'ensemble des problèmes que nous avons, de faire de ça votre combat, d'apporter la solution à très court terme, pourrait être le porte-étendard d'un programme politique? Ok. 2 questions. Alors, j'ai tellement suivi la deuxième que je me suis perdu. La première, c'était... Sur votre légitimité. D'accord. Alors, déjà, un parti politique, c'est une association. Et une association a vocation d'être ouverte. Ce n'est pas une entreprise où on commence à 7h30, on finit à 17h et puis on arrive à l'heure ou en retard. L'association, toutes les associations sont des organisations ouvertes. Donc, au fait, qui dépendent énormément du leadership. Dans les organisations ouvertes, c'est souvent la trempe du leader qui définit tout le reste. J'aimerais tout simplement dire que le combat noble de Feu-né John Frondi était un combat dans un autre contexte que le combat qui est le mien aujourd'hui. C'est 2 contextes complètement différents. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir déjà apporter des changements
Et tous ceux qui ont été en position de management ou de leadership vont vous dire que le changement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans une organisation, à mener dans une organisation. Et donc, pendant que vous changez, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec vous parce que malheureusement, l'humain, naturellement, adore le statu quo. Et donc, dès que vous sortez du statu quo, vous trouvez des ennemis sur votre chemin, quel que soit. Des fois, on apprend. Des fois, on sort du statu quo et on se rend compte que la réaction est telle que peut-être c'est la mauvaise voie. On retourne vers le statu quo. Mais ce qu'il faut faire quand on est en position de leadership, c'est de toujours avancer. C'est comme le vélo. Quand vous arrêtez, vous tombez. Il faut toujours avancer. Okay? Soit en pédalant, soit sans pédaler quand vous descendez la colline, mais il faut toujours avancer. Et c'est exactement le cas de mon organisation, le SDF. Nous avançons. Maintenant, il faut comprendre un deuxième point, c'est que les organisations, les partis politiques, donc, sont difficilement mesurables sur un an ou une élection ou deux. C'est sur la durée. Le SDF a été créé le 26 mai 1990, a été lancé, a été créé quelques années avant, a été lancé le 26 mai 1990 pour apporter la justice sociale et l'égalité de chance à tous les Camerounais. C'est la base. Okay? Non seulement il faut contenir ces valeurs dans tout ce que nous proposons comme changement, mais il faut y arriver. Parce que ça ne sert à rien d'être le plus beau à la télévision et que les Camerounais continuent à souffrir. Le but, je suis président de ce parti parce que j'ai comme mission justement d'arrêter tout ce que tu as énuméré dans ta deuxième question. C'est ça ma mission. Okay? Et ce n'est que quand j'arrive à dérouler les politiques publiques qui vont faire en sorte qu'on arrive vers cette mission-là que j'aurai accompli mon rôle. Okay? Ce n'est que ça. Et nous avons, dans nos statuts, nous avons dit que nous y arriverons à travers les élections, dont l'option militaire n'est pas la nôtre. Okay? Nous sommes des démocrates et nous sommes convaincus. Pour parler de 2018, j'aimerais juste dire, peut-être c'est la jeunesse qui vous fait dire cela, j'aimerais juste dire que 2018, le Cameroun était en pleine crise, au plus fort de la crise qu'on appelle anglophone et que moi j'appelle la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qui fait que aujourd'hui nous savons que presque 800 000 personnes, et tu l'as très bien dit, là où nous sommes les plus forts, où nous avons nos bases les plus solides, n'ont pas pu voter. Okay? Donc la question c'était, est-ce qu'on ne va pas aux élections et on donne un chèque à blanc à M. Biya ou on y va quand même? Okay? C'était ça la question. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Le Conseil constitutionnel, l'arrêt du Conseil constitutionnel en 2020, l'a clairement dit qu'il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest et que tous ceux qui ont fait des recours, on a annulé. Donc on a annulé 13 circonscriptions. C'est un arrêt qui est valable encore aujourd'hui. Et l'arrêt dit que la situation sécuritaire ne permet pas de tenir des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais bizarrement, M. Biya a obtenu des voix dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que nous savons très bien, tu le sais très bien, la plupart de ces gens sont ici comme des déplacés internes. Comment ils ont fait pour voter là-bas? Et où est-ce qu'on vote en 2018 et en 2020? Dans les casernes militaires, ce qui est interdit par la loi. Mais on va vous dire qu'il n'y a aucun autre endroit où on peut mettre l'urne parce que c'est la guerre. Et donc, pour le seul endroit où on peut mettre, c'est là où il y a les militaires. Donc, il faut que les gens aillent voter là-bas. Vous savez, tu as la chance que tu n'as jamais vécu, je suppose, dans un contexte de guerre. Quand tu vis dans un contexte de guerre et tu vois ce qui se passe, le dernier endroit où tu as envie d'aller pour exprimer ton droit politique, c'est dans une caserne militaire. Ah, c'est clair. Okay? C'est dans une caserne militaire. Surtout, si tu arrives chez les militaires avec ta coiffure là, dans le nord-ouest, on va d'abord te dire, monsieur, assieds-toi là. Tu ressembles au gars qui tire sur nous là en brosse. Okay? Donc, il faut comprendre que nous avons pris acte de cela. Nous sommes allés aux élections 2020 parce qu'on savait que c'était important pour nous. Les législatives. Les législatives, oui. On savait que c'était important pour nous. Malheureusement, nous avons perdu plein de mairies et plein de sièges à l'Assemblée, pas parce que les gens ont voté contre nous, mais parce que nos électeurs n'étaient pas là et n'ont pas pu voter. C'est aussi simple que ça.
Et donc, ce qu'on a fait depuis 2020 jusqu'en 2020, fin 2024, c'est d'aller les chercher où ils sont, pour leur rappeler leurs droits. Et c'est pour cela que je profite de ta tribune encore pour le dire, que si vous êtes inscrit, si vous étiez inscrit quelque part et vous vous trouvez dans un autre lieu, si vous étiez inscrit à Bafoussam et qu'aujourd'hui vous vous trouvez à Yaoundé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à Elekam, dans le lieu où vous voulez voter, pour leur dire de changer votre bureau de vote. Ça prend 1 minute et c'est fait. Et vous pourrez voter. Et il faut le faire avant qu'on ferme le registre électoral. Donc il faut le faire demain matin. Okay? Donc nous avons appris ces leçons-là. Donc nous n'étions pas... Vous savez, quand aujourd'hui des partis de l'extrême droite par exemple, chantent à la victoire en se disant que le SDF n'est plus rien, alors que nous sommes conscients que nous traversons une très très mauvaise épopée de la vie de notre parti, parce que malheureusement il y a une guerre que nous n'avons pas voulu. Nous sommes victimes d'une guerre que ceux qui sont à Itoudi et ceux qui sont dans les forêts ont voulu et qu'ils entretiennent. Et malheureusement les premières victimes c'est nous. Et j'en veux pour preuve, je pense qu'il n'y a aucun parti politique qui a payé le prix plus fort que nous dans cette guerre-là. Moi qui vous parle, j'ai eu des propriétés brûlées, détruites, saccagées. Le chairman John Frundi, paix à son âme, c'est ce qui l'a tué, parce qu'il a été enlevé à 2 reprises. Il n'a pas pu survivre au deuxième enlèvement. Et c'est de là que sa santé s'est dégradée jusqu'à sa mort. Sa maison a été brûlée, sa résidence a été pilonnée. Voilà, tout le monde, nous avons eu des maires qui ont été kidnappés, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On a eu des morts, on a même notre sénateur qui a été égorgé en pleine station d'essence à Bamenda. Donc on a payé le prix lourd, ok? Et donc nous savons, personne ne connaît ces régions, politique ne connaît ces régions mieux que nous, ok? Donc nous savons ce que nous faisons et nous avançons. C'est une mauvaise période dans la vie de notre parti, mais nous sommes confiants que ceux qui comprennent le message de l'égalité de chance, le message de la justice sociale, du fédéralisme, du parlementarisme, et qui croient que le pouvoir doit revenir au peuple, ces gens-là, on ne peut pas, c'est une idée, on ne tue pas une idée, ils sont là. Il faut juste qu'ils aillent s'exprimer, et c'est ça le travail que nous faisons aujourd'hui. Donc je voulais juste clarifier ça par rapport à 2018-2020. Maintenant, sur la deuxième question. Justice pour Orphée, j'aimerais dire que ça s'est passé dans ma circonscription et j'ai mis beaucoup de temps à réagir. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui connaît bien le cas et qui d'ailleurs est dans la salle aujourd'hui et qui a pu faire en sorte que je puisse rencontrer les parents et pour mieux comprendre où ils sont et mieux comprendre quelles sont leurs attentes. Vous savez, la politique spectacle, c'est la chose la plus ignoble que vous pouvez souhaiter pour un pays. Quand quelqu'un est en position politique et il résout des problèmes pour se faire voir, plutôt que de résoudre les problèmes pour que les populations aient moins de problèmes, vous avez déjà un problème. Et moi, je suis de ceux-là. Et je n'irai jamais me vanter que j'ai trouvé telle ou telle solution. J'ai plusieurs cas que je pourrais mettre sur la table, des cas concrets auxquels j'ai pu trouver des solutions, mais je serai le dernier à le mettre en avant. Je ne vendrai jamais mon image à travers le désespoir de quelqu'un d'autre. Okay? Toi-même, Patterson, c'est ça? C'est ça. Si demain, Valérie me dit, mais le jeune Patterson qui était là est à l'hôpital, pour quelque raison que ce soit, tu ne veux pas venir lui rendre, oui, j'ai 10 minutes, allons-y rapidement, on te rend visite. Si je viens là et je te remets un petit quelque chose, un paquet de médicaments avec les caméras, ouais. Est-ce que tu seras content? Ou pour le dire comme lui le dit, tu vas me regarder comment après? Okay? Donc le problème il est là. C'est que c'est bien beau de le penser. C'est bien beau de croire que c'est ce qu'on devrait faire. Mais un homme politique doit d'abord avoir une certaine idée de la vie. Et je pense que
vous devez avoir des points cardinaux, des valeurs que vous ne transgressez pas, quel que soit le but à atteindre. Ok? Donc, moi, je ne ferai jamais ça. Je vais tout faire pour qu'il y ait une solution à ce problème de la jeune Orphée qui a été assassinée sauvagement. Je ferai tout de mon possible, mais je n'irai jamais me vanter que je l'ai fait. Jamais. Ça sort du cadre de ma logique politique. Mon rôle, si je suis député de cette circonscription, c'est un devoir. C'est un devoir, ce n'est pas, je ne lui offre pas des services gratuits, c'est mon devoir. Devoir de tout faire pour qu'il y ait une solution à ce problème. Maintenant, il faut aussi faire peut-être attention parce qu'il y a eu l'analogie de la femme qui s'est fait tuer par la suite et tout ça. Et qui a trouvé solution Vous savez, on a beaucoup de choses à corriger dans notre système judiciaire. Mais le système judiciaire ne peut qu'être aussi efficace que la société dans laquelle elle agit. Ok? Et tu as parlé du taux de criminalité au Cameroun. Patterson, nous sommes le 4e pays où il y a le plus de crimes en Afrique. En Afrique, carrément. 4e depuis le mois passé. Le classement est sorti et nous sommes 14e mondial. Non. Le pays les plus dangereux à vivre. Ok? 14e ou 15e, 16e, je ne sais plus trop, mais on était dans le top 20 mondial et on est 4e en Afrique. Ok? Pourquoi est-ce qu'on est 4e en Afrique? C'est tout un ensemble. Et si tu veux avoir moins de crimes et que Orphée ne se répète plus jamais, assure-toi que tu es inscrit pour voter et regarde ce que les plateformes te proposent et vote pour la plateforme qui travaillera dans ce sens-là. Moi, je suis sociodémocrate. Nous, on pense fondamentalement que personne ne naît criminel, on devient. Okay? Maintenant, il y a des criminels patentés, c'est une infime minorité. Mais quand un pays devient le 4e pays le plus criminel de tout un continent, c'est qu'il y a un problème de la société. Et ce n'est pas en allant à l'église le dimanche qu'on règle ce problème. Parce que moi, je suis allé sur le front. Je suis le seul homme politique, à part le ministre de la Défense, qui n'est pas un homme politique à mes yeux, qui est allé sur le front de Boko Haram en 2013. Okay? Je suis allé causer avec les militaires au front. Et j'ai causé avec les populations dans lesquelles il y avait certainement des Boko Haram. Je remercie encore tous les militaires qui m'ont accompagné. J'ai été à plusieurs reprises au cœur de la crise anglophone. Ok? Donc, je vais te dire quelque chose. Il n'y a aucun Boko Haram ou ambazonien qui a démissionné d'une banque ou qui a vendu sa boutique pour aller en forêt. Ils sont tous recrutés dans le désespoir de la jeunesse, dans le chômage. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours considéré l'emploi des jeunes, ou même plus la situation des jeunes, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de l'emploi, parce que l'emploi doit aussi être décent. Le chômage des jeunes, je le considère comme un problème de sécurité nationale. Je ne le considère pas comme un problème social. Parce que tu ne peux pas régler ce problème-là si tu ne gères pas l'autre. Tant que les gens n'ont pas assez à manger, tant que les jeunes sont obligés de vivre dans la rue et devenir des microbes, tant que vous avez une masse critique de jeunes qui doivent se débrouiller pour joindre les deux bouts, vous aurez toujours l'insécurité. Vous aurez toujours. Parce qu'il n'y a que tant de pare-brise à laver à un carrefour. Après, le gars doit se débrouiller autrement. Okay? Et malheureusement, c'est comme ça que le taux de criminalité augmente. Donc, si vous voulez le faire baisser, assurez-vous que vous avez des politiques publiques qui peuvent donner des emplois décents à ces jeunes ou des opportunités de vie autres que la criminalité à ces jeunes-là. Et assurez-vous que le système judiciaire fonctionne correctement. Le système judiciaire ne fonctionne pas parce qu'on a trop de problèmes. Est-ce que tu sais que dans nos tribunaux, presque 85% des problèmes sont des problèmes de terrain? Donc, si on a autant de problèmes, parce que pendant qu'on a des problèmes de terrain, les magistrats sont occupés. Donc, ils ne peuvent pas s'occuper des criminels. Ouais.
Ok, parce qu'un magistrat ne peut que faire ce qu'il peut faire en une journée. Donc, s'il doit lire un dossier comme ça sur un terrain de 100 mètres carrés avec toi, mais qui, pendant qu'il lit son dossier, il y a des crimes à côté. il y a les crimes qu'il ne peut pas résoudre à côté. Comprenez? Donc, si par exemple, on a le courage de mettre en place un code sur le foncier, sorti de l'ordonnance de 74, mais moi, je suis certain que les problèmes dans les tribunaux vont partir de là à là. Et que nos juges auront maintenant plus de problèmes pour les délinquants et tout ça. Plus de temps, ouais, pour les délinquants et tout ça. Merci. Ok, je sais. Et voilà. Ok, on va. Il y a 2 mains derrière toi. Ok. Je te le dis parce que tu ne vois pas. Ok. On va vers la fin. Avant de prendre les 2 questions, il nous reste 2 questions. Alors, la première question, je pose une question, après je donne le micro. Est-ce que le SDF sera présent à la course présidentielle 2025? Bien sûr. Et j'aimerais directement, est-ce que... Nous avons une résolution du Congrès de 99 qui nous impose d'aller à toutes les élections. Donc, si on ne va pas à l'élection, c'est qu'on n'a pas pu. Ce n'est pas qu'on n'a pas voulu. Voilà. Donc, Et dans ce cas, est-ce que ça sera Joshua aussi le candidat? Écoutez, j'ai dit il y a une semaine, lors du comité exécutif national, que je suis candidat à la candidature. Mais même comme président du parti, je ne peux pas imposer ma candidature. Ça doit passer par un congrès extraordinaire qui se tiendra à la fin de ce mois à Yaoundé. Tu seras le bienvenu et puis tu pourras voir qui est-ce qui a été choisi par les délégués. J'espère que c'est moi. Donc il n'y a pas un candidat naturel chez vous? Non, il n'y a pas de candidat naturel. Toutes nos candidatures, que ce soit conseil municipal, député, etc., passent par un système de primaire et d'investiture. Ah ok, d'accord. On prend rapidement les questions des jeunes avant de conclure l'émission. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Tchagadik Auguste et j'ai quelques questions pour vous. On se tutoie, non? Il m'a dit qu'on se tutoie. Mon éducation ne me permet pas de tutoyer un aîné. Ok. Si l'aîné demande, il faut y aller. Fait. Ok. Vous savez, chez nous, les anglophones, on tutoie tout le monde. Et j'ai aussi un problème avec... bon. Maintenant, la première question est de savoir, votre parti est né en 90. Et, bon, moi, je suis très jeune. Mais quand j'observe la scène politique camerounaise en général, la plupart des partis politiques qui sont venus à partir de 90, il n'y a pas d'alternance à leur tête. La plupart. Et eux, ils veulent l'alternance au pouvoir. Qu'est-ce qui nous prouve que quand ils seront au pouvoir, ils vont faire l'alternance? Et quand on regarde la scène politique africaine en général, chaque fois qu'un nouveau président arrive pour chasser, pour peut-être mettre l'autre de côté, il y a ce qu'on appelle le 3e mandat. Et ils veulent s'éterniser. Et l'autre question va aussi toujours sur cette lancée. Comment est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous faire battre à chaque fois et vous n'êtes pas fatigué de vous faire battre? Comme un boxeur, par exemple, qui a la lueur de taper le champion mais qui n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas égoïste de votre part, la scène politique camerounaise? Donc, je n'aime pas employer le terme opposant parce que c'est un peu... Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir, faire comme au Sénégal, avec un Sanko, dire, vous choisissez un candidat qui représente la jeunesse? Parce que mon impression, vous ne représentez pas la jeunesse. Moi, je ne m'identifie pas à vous parce que je ne vous connais pas. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un jeune qui va nous représenter, nous? Vous êtes habitué à l'échec. Donnez la chance à quelqu'un d'autre. Merci. Je réponds directement? Directement, oui, directement, s'il te plaît. Okay, déjà, j'aimerais dire que je suis le fruit de l'alternance dans mon parti politique. Et je pense depuis 90, c'est un des seuls partis politiques où il y a eu une alternance démocratique. Donc, tu devrais faire un peu plus d'éducation politique à ce sujet. Donc, et j'ai alterné du niveau le plus bas au niveau le plus haut, année après année, élection après élection. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'aimerais... Vous savez, il y a beaucoup de fiction ou de fables
dans les bulles, les réseaux sociaux. Et comme je le dis, les réseaux sociaux peuvent aider la politique, mais les réseaux sociaux ne sont pas la politique. Au Sénégal, il y avait 50 quelques candidats. Par la suite, il y a eu, je crois, le jour de l'élection, il y avait 14. Il n'y a jamais eu, comment dirais-je... Un seul candidat à l'opposition. Il n'y a jamais eu un seul candidat. Okay? Donc, c'est une fable. Okay? Même en 92, quand le SDF a gagné les présidentielles, on était soutenu par beaucoup d'autres partis politiques, mais il y a eu plein de candidats. Damdjo a été candidat, etc. Okay? Donc, il faut comprendre cela. Et comme je l'ai dit avec une autre question qui est passée, la vie politique n'est pas à un tour, pour le dire facilement. C'est-à-dire que la vie politique, vous ne pouvez pas la mesurer sur une élection ou deux. C'est sur la durée. Et parce que c'est sur la durée qu'un parti politique peut amener la transformation qu'il veut. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des conservateurs, okay, qui font tout pour conserver le pouvoir. Or, ils savent très bien qu'ils ont échoué. Ils savent, ils voient qu'on coupe le courant chez eux, on coupe l'eau chez eux, ils n'ont pas de route pour aller chez eux, etc. C'est pour ça qu'ils sont tous obligés d'acheter des 4x4. Okay? Mais ils savent qu'ils ont échoué, mais ils veulent à tout prix conserver le pouvoir. Après, vous avez des gens qui proposent des alternatives. Okay? C'est ces alternatives qui s'opposent à ceux qui sont au pouvoir, qu'on appelle des opposants, des partis politiques d'opposition, qui ont tous envie d'arriver au pouvoir pour dérouler leur projet politique. Et j'aimerais te dire, Auguste, la pire des choses, c'est de suivre un messie. Okay? Il faut suivre ce que la personne représente, pas ce que la personne est. Okay? Vous pouvez avoir... Hitler était jeune quand il a gagné l'élection. Hein? Okay? Hitler était jeune quand il a gagné l'élection. Mais pour une élection en Allemagne, des milliers de Camerounais sont morts. Okay? Donc, ça ne veut absolument rien dire. Mesurer ce que Faye apporte au Sénégal à la fin de son mandat, pas le jour de l'élection. Gagner une élection, c'est la plus petite étape démocratique. La vraie étape démocratique, c'est ce que vous apportez à votre peuple. C'est les changements que vous apportez et que vous faites. Okay? Et je vous dis, je le dis pas aujourd'hui, il faut des gens capables de porter un pays, en fait, de sauver un pays qui est noyé, qui s'est noyé. Voilà ce qu'il faut au Cameroun. Il faut des gens capables, qui ont la conviction de pouvoir le faire, qui ont la volonté de le faire et qui, comment dirais-je, savent où aller et qui ont une certaine expérience de la place politique. Parce que si vous voulez sauver un pays, vous ne devez pas découvrir les acteurs du Cameroun le jour où vous êtes élu. Vous devez les connaître bien. Vous devez savoir que quand je vais à Mouloundou, j'appelle tel pour régler tel problème. Quand je vais à Kousséri, c'est avec tel que je peux régler tel problème. Vous n'allez pas les trouver dans votre parti. Vous devez être dans la place. OK? Donc c'est pour cela que vous ne pouvez que mesurer ce que les uns et les autres font à la fin, et même des fois bien après. C'est pour ça que je dis, j'ai pris l'exemple de Kadhafi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Kadhafi, mais la fin de son règne est une guerre qui n'est pas encore finie. Donc si tu construis tout pour tout détruire après par une guerre, c'est que tu n'as pas réussi. Parce qu'on retient, les gens se souviennent du train qui n'était pas à l'heure. Ils ne se souviennent pas des 1000 fois où le train était à l'heure. Donc c'est très important de comprendre qu'on juge le parcours politique de quelqu'un avec ce qu'il a apporté, sur la durée, et pas sur des moments flash. Okay? Au Sénégal, Faye a eu une superbe élection parce que tout s'y prêtait. Et au fait, moi je le dis, ce n'est pas Faye qui a gagné l'élection, c'est Macky Sall qui a perdu. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les Sénégalais avaient marre de Macky Sall et ils ont regardé... Un vote sanction, comme on dit. Un vote sanction. Et Faye était celui qui est venu le premier après tous les autres. Mais maintenant, il faut voir ce qu'il a fait depuis.
Moi, je suis un peu distant, je ne suis pas allé depuis qu'il a gagné. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact, dont je ne mal parlerai jamais de lui. Mais je te mets au défi de me dire une chose qu'il a faite qui change la vie des Camerounais, qui change la vie des Sénégalais. Et c'est là où on voit. Si aujourd'hui, quel est le but de ce que je fais, Auguste? Le but de ce que je fais est très simple. C'est que si je dirige ce pays, il faut qu'à la fin de mon mandat, ta poche soit plus gonflée qu'au début. Okay? Si tu gagnes mieux ta vie, si tu te soignes mieux, si tu vis mieux, si tu peux donner un meilleur avenir à tes enfants, c'est que tu aurais fait le bon choix au moment où tu as voté pour ces changements-là. Si tu vas voter pour celui qui est beau, ou celui qui est jeune, ou celui qui est vieux, c'est que tu t'es trompé. Va voter pour toi-même, pour la personne qui apportera les changements, qui au moins a la volonté au moment de l'élection d'apporter les changements que te mettent en position de te dire que si ces changements sont apportés, ma vie va changer. C'est tout. C'est ça la politique. On va prendre la dernière question et après on va vers la fin. On va vers la fin. Okay, bonjour. Bonjour. Moi je me nomme Gédéon. Gédéon. Tabana, exactement. Ok. Ok. Ma question est dans tout autre domaine, parlant de l'environnement. Alors, je vais prendre un cas particulier, le cas de Yaoundé, qui est la ville politique. Et depuis ces derniers temps, Yaoundé a été défini comme une ville poubelle. Alors, j'aimerais savoir quel est votre point de vue par rapport à ce sujet et savoir si vous avez des solutions par rapport à ce sujet. Merci bien. Merci. Gédéon, c'est ça? Gédéon. D'accord. La première chose avec la poubelle, ce n'est pas de la ramasser. C'est de devoir jeter moins. Okay, c'est la règle d'or. Au fait, quand il y a trop de poubelles, c'est qu'il y a trop de gens qui ont jeté des poubelles. Ok? Et c'est qu'il y a trop de déchets. Ok? Donc, si tu veux résoudre le problème des poubelles, commence là. Commence déjà à réduire la création des poubelles. C'est le début de la solution. Ce n'est pas la solution, mais le début. Par exemple, beaucoup de pays dans le monde, y compris le Cameroun à un certain niveau, ont interdit les sachets en plastique. On les voit toujours partout. Et si une entreprise produit des produits, c'est-à-dire produit des déchets, comme les bouteilles d'eau minérale, et les jus et tout ça là, il faudrait trouver un moyen pour que quand tu achètes ta bouteille d'eau, dans le prix de cette bouteille d'eau, tu as payé quelque chose pour pouvoir la ramasser et la transformer par la suite. Okay? Et c'est ce qu'on appelle des droits d'assises en fiscalité. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des droits d'assises que le gouvernement utilise pour faire autre chose. Puisqu'ils ont mis un problème, quand l'argent entre dans la caisse, ils oublient que c'est l'argent qu'on doit remettre pour ramasser les bouteilles PET et les transformer. Et ils font autre chose, ils payent des salaires, les vacances de monsieur bien en Suisse, etc. Au lieu d'aller faire ce pourquoi les droits d'assises sont collectés. Donc voilà des pistes. Aujourd'hui, il faudrait aussi parler de la question de la collecte. Et le SDF, notre slogan, nous sommes nés sur la base que nous voulons que le pouvoir revienne au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je profite pour extrapoler un tout petit peu, pour dire que quand on dit qu'on veut que le pouvoir aille au peuple, c'est qu'on parle essentiellement de fédéralisme. C'est-à-dire que les prises de décision doivent être à la base. Aujourd'hui, un des problèmes avec la collecte, c'est que c'est fait par un ministère de la ville qui marche sur les pieds des maires. Okay? On ne sait pas qui est responsable, qui n'est pas. Quand c'est sale, on dit que c'est le ministre de la ville. Quand c'est propre, elle vient dire que c'est elle qui a nettoyé. Okay? Non, il faut que tout le fédéralisme, c'est un système hyper efficace. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, les pays les mieux lotis du monde ont des systèmes fédéraux. On peut maintenant décider comment on veut le faire. Mais qu'est-ce que veut dire le fédéralisme? Ce n'est pas la géographie. Des fois, quand j'en parle, on me dit, oui, vous voulez, comme tu viens de là où il y a le pétrole. Non, non, non. Non, ce n'est pas la géographie, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel tout est fait au niveau de la commune.
Nous, on pense que le système doit être en 3 tiers. Donc, tout est fait au niveau de la commune. Uniquement ce que la commune ne peut pas faire serait fait par la région, et uniquement ce que la région ne peut pas faire est fait par Yaoundé. L'État central. OK? Voilà. C'est ça le fédéralisme. Et donc, quand Yaoundé s'occupe des poubelles, il y a un problème. Le problème commence là. Le problème commence là. La personne, le maire de Yaoundé premier, qui devrait, puisqu'on y est, qui devrait s'occuper des poubelles de Yaoundé premier, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il ne sait pas si la société Isakam a été payée. Il ne sait même pas, quand on fait même l'appel d'offres pour donner à Isakam, il n'est même pas dans la salle. OK? Il ne sait même pas d'où on prend l'argent pour aller ramasser les poubelles là. OK? Et donc, quand tu vas voter pour ton maire, c'est ça le drame. Tu ne peux pas voter sur ce bilan-là. Tu votes sur le fait qu'il danse bien quand il fait les mariages. Au lieu de voter sur... En Europe, quand on vote pour un maire, on vote parce qu'on te donne un nouveau mandat, parce que la ville est propre. Et il n'y a pas de crime, etc. Mais puisque tout cela est en dehors de leur sphère de compétences, on ne peut même pas les sanctionner pour ça. Ouais. Parce que quand vous dites au maire que c'est lui qui a la responsabilité de la ville propre, et que les citoyens mesurent sa capacité de gouverner par la propreté de la ville, ok? Mais c'est très simple. Au bout de 5 ans, Gédéon, tu dis que mon Yaoundé n'est pas propre, tu sanctionnes le maire, tu prends un autre qui vient dire qu'il va le faire mieux. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi simple. Aussi simple que ça. Donc, on complique, excuse-moi juste finir, on complique souvent des choses parce qu'on veut trouver les solutions sur ce qu'on voit. Et je reviens là où j'étais au départ, l'immatériel est très souvent plus important que le matériel qu'on voit. On voit les poubelles, mais le problème des poubelles, c'est parce que Paul Biya veut tout gérer lui-même. Il garde tout autour de lui. Dès qu'il y a l'argent, ça doit être venir de lui. Donc tout est ici à Yaoundé. Et nous disons que toutes ces choses-là, l'assainissement urbain ou rural, l'hygiène et la salubrité, tout ça doit être au niveau de la commune. Si la commune gère mal, on dégage, on sanctionne. Au bout de 5 ans, on sanctionne, on met quelqu'un qui peut travailler. Et quand on voit le parti ou les personnes qui travaillent bien, on les garde. C'est tout. C'est tout. Et vous savez, même quand vous vous opposez dans ce genre de système, quand vous trouvez quelqu'un qui travaille bien, vous savez que non. Là, vraiment, Gédéon, tu veux être maire, je dis n'importe quoi en Balmayo, oublie. Parce que le gars qui est là, il travaille tellement bien que tu ne pourras jamais gagner l'élection. OK. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est pour ça que nous voulons être au pouvoir pour le proposer aux Camerounais. C'est ça notre proposition de base. Pouvoir au peuple. Que toi, tu aies tout ce pouvoir-là pour décider de ce qui se passe autour de toi. OK. Alors, Joshua, on va arrêter les questions parce qu'il faut qu'on conclue l'émission. C'est la dernière rubrique qui est très rapide. C'est un exercice un peu de rapidité. Ça s'appelle un nom, une image, un commentaire. Un commentaire bref. Donc, je vous donne un nom et puis au montage, il y aura une image. Mais le nom, vous connaissez l'image qui va avec. Donc, si tu es prêt, on y va. Paul Biya. Président depuis bien trop longtemps. Et ça se voit. OK. Samuel Eto'o. Footballeur fabuleux. Fabuleux. Malheureusement, un pays se doit de protéger ses légendes. Et malheureusement, avec lui, et d'ailleurs avec beaucoup de plus, surtout les artistes aussi, on voit très bien que le pays ne joue pas bien ce rôle-là. Ne les protège pas assez. Ouais. Et je ne veux pas créer de polémique là-dessus. Bien sûr. Je prendrai l'exemple de Diego Armando Maradona. C'était une immense légende. Tous les Argentins savaient tous ses travers, qu'il était dans la drogue, mais ils lui ont donné l'équipe nationale pour l'aider à sortir. Tout le monde savait que ce n'était pas lui le coach, mais c'était Maradona. Et il savait que le monde entier tremblait devant lui, et ils l'ont protégé jusqu'au bout. Jean-Michel Ninche. Député, ancien camarade de parti, qui a décidé d'aller à l'encontre de la majorité dans mon parti et qui s'est retrouvé à la porte. OK. Avant-dernière image, avant-dernier nom, Lady Ponce.
Une très grande personne, un très grand artiste que j'aime beaucoup, qui a un talent immense et qui, à mon humble avis, peut encore beaucoup apporter à ce pays. Et enfin, Paul Atanganji. Il est ministre de l'administration territoriale, donc il en fait un peu trop pour son ministère. Okay. Mais voilà, vous savez, vous composez avec des gens, chacun a sa personnalité. Il est en train de transformer ces derniers temps le ministère de l'administration territoriale en quartier général du RDPC. Si j'étais à la place du secrétaire général du RDPC, je ne serais pas très content, mais ça ne me concerne pas. Moi, ça m'amuse de voir mes adversaires politiques s'autodétruire entre eux. Ok, alors, Joshua, l'émission est terminée. Alors, c'est le moment pour toi de dire un dernier mot à ces jeunes-là et à tous ceux qui vont nous regarder. Pour 2025, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour conclure l'émission? Mais écoutez, premièrement, je ne suis pas en campagne. Je suis ici à une émission de Congossa, préparée par le général du Congossa camerounais. Et donc, je me suis prêté au jeu parce que c'est toi. Si c'était pas toi, je pense pas que je serais venu parce que c'est un peu délicat de faire des émissions comme celle-là en période électorale ou préélectorale parce que on confond, on pense tout de suite qu'on est déjà en campagne. Pour les jeunes qui sont sur le plateau, j'aimerais vous dire le Cameroun vous appartient, c'est pas le Cameroun de quelqu'un d'autre. Et donc, il faut vous intéresser à ce qui se passe parce que votre avenir dépend. Tout est décidé par la politique. Tout. La qualité de votre éducation, le travail que vous aurez demain, la qualité des humoristes que vous viendrez voir chez Valérie demain, tout est décidé. Même la qualité de vos épouses ou de vos époux de demain est décidée par la politique. Donc, quand vous avez des gens qui gèrent politiquement un pays, qui sont médiocres, tout le reste qu'on a dans la vie est médiocre aussi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est votre responsabilité. Je voulais commencer l'émission en disant à Valérie que je ne vais pas m'asseoir à cette émission pour faire ce Congossa et les gens qui ne sont pas inscrits. Donc tous ceux qui sont là doivent me présenter leur carte et les cam d'inscription. Après, je me suis dit que peut-être je n'aurais même plus ton Congossa parce que peut-être toi-même tu n'as pas la carte. Donc c'est pour ça que... Depuis 2004, exactement, je vote systématiquement. Oui. Toutes les élections. C'est bien. Jusqu'en 2004, il n'y avait pas la carte Télécam encore, mais c'est pas grave. Non, j'ai dit je vote, c'est pour dire que... J'ai compris, c'était juste pour te titiller. Et c'est pour dire que c'est très important. Allez vous inscrire, participer au vote, protéger le vote. C'est votre avenir qui en dépend. Si on est jeune, on a 10 fois plus de raisons d'aller voter que si on a un certain âge. Parce que les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui vont vous influencer pendant toute votre vie. Toute votre vie. Merci beaucoup, Joshua. Merci d'avoir participé à Congossa TV présidentielle 2025. Peut-être que quand il y aura la campagne officielle, peut-être qu'on aura l'occasion de te revoir. Inch'Allah, si tu es candidat. Ce qui est certain, c'est que si je suis candidat, si je suis choisi par mon parti, je suis candidat, j'irai pour gagner. Et quand je vais gagner, on va aussi faire... Je ne vais pas seulement venir chez toi avec d'autres présidents pour rehausser un peu l'image du stand-up camerounais. Super. Mais tu seras aussi invité de l'autre côté parce que même un président a besoin de rire de temps en temps. Ah, heureusement. Merci beaucoup. Je vais te remercier, Joshua. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage pour ce que tu fais. Et je te souhaite plein de succès avec ton Congossa. Excellent. Allez, à la prochaine sur Congossa TV présidentielle. On est ensemble. Allez, merci.